Ce soir, nous partons 20 miles au nord du lac Pontchartrain, vers une petite ville tranquille, drapée de grands chênes, Covington. À peine 8000 habitants en 2007. Le genre d'endroit où l'on laisse encore les portes ouvertes et où le tableau de score du football du lycée est la chose la plus haute à l'horizon. Le lundi matin 12 mars 2007, la cloche annonçant la première période à l'école primaire Pineview n'a jamais sonné. C'était le premier signe qu'un drame venait de se produire. Rebecca Becca Landry, 34 ans, enseignante de 5e année, mère de 2 petites filles et femme qui avait elle-même peint chaque porte de classe d'une couleur vive différente pour que ses élèves se sentent toujours accueillis, n'est pas entrée par les portes de l'école à 7h15, comme elle l'avait fait chaque jour scolaire depuis 9 ans. À 7h40, le directeur a appelé son portable, messagerie directe. À 8h05, la secrétaire de l'école roulait déjà les 5 km jusqu'au petit cottage acadien de Becca, sur America Street. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. La secrétaire est entrée, et l'odeur l'a saisie immédiatement. Lait tourné, parfum fleuri, et l'arrière-note cuivrée du sang en train de sécher. Becca Landry se trouvait dans la cuisine, allongée sur le dos sur le plancher de pain, portant encore la robe à tournesol qu'elle avait posée sur une chaise la veille au soir. Sa gorge avait été tranchée si profondément que la lame avait atteint les vertèbres. Des blessures de défense couvraient ses avant-bras. Elle s'était battue. Une tasse à café brisée gisait en morceaux près de sa main droite, l'anse encore bouclée autour d'un doigt, comme si elle avait tenté de s'en servir comme arme. Le sang avait éclaboussé le sol et les bas placards en arc parfait, la signature classique d'une artère carotide sectionnée. L'heure de la mort serait plus tard fixée entre 22h30 dimanche et 1h du matin lundi. Sur la table de la cuisine reposait le cahier de préparation de Becca, ouvert à la date du 12 mars. Dans son écriture nette et arrondie, elle avait noté « Travail du matin, fraction. Lecture à voix haute, Charlotte's Web, chapitre 9 à 10. Ne pas oublier le goûter spécial d'Emma, allergie. » Rien n'avait été volé. Son sac à main, ses clés de voiture, le petit médaillon en or contenant les photos de ses filles, tout était à sa place. La porte arrière était ouverte d'une quinzaine de centimètres, mais la moustiquaire était encore verrouillée de l'intérieur. Celui qui était parti avait quitté les lieux par l'avant, tirant simplement la porte derrière lui, sans la fermer à clé. Becca était divorcée depuis 14 mois d'un adjoint du shérif du comté de Saint-Tammany, un homme nommé Matthew Landry. Il partageait dit la garde de Sophie, 8 ans, et d'Emma, 6 ans. Les filles avaient passé le week-end chez leur père et devaient revenir chez Becca dimanche à 18h. Matthew affirma les avoir gardées une nuit supplémentaire parce qu'Emma avait eu une gastro. Les relevés téléphoniques confirmèrent qu'il avait appelé Becca à 17h47 pour s'assurer que c'était d'accord. Elle dit oui, lui dit qu'elle les aimait et raccrocha. Ce fut le dernier appel sortant connu de son téléphone. En moins de 48 heures, le bureau du shérif local désigna Matthew Landry comme personne d'intérêt. Il engagea immédiatement un avocat. Tandis que la ville murmurait au sujet du mari jaloux, les détectives se concentraient sur les preuves physiques. Une empreinte partielle de chaussure dans le sang près du corps, pointure 44, New Balance 608 Cross Trainer, aussi courante qu'un caillou en Louisiane. 3 cheveux bruns et frisés serrés dans la main gauche de Becca, n'appartenant ni à elle, ni à ses enfants, ni à Matthew, qui est blond. Une seule goutte de salive sur le rebord de la tasse brisée, non identifiée. Et le détail le plus étrange, l'horloge de cuisine, une Kit Kat clock au visage blanc, avec les yeux et la queue qui bougent, s'était arrêtée précisément à 23h11. Le cordon était encore branché. Quelqu'un avait tourné les aiguilles à la main jusqu'à briser le mécanisme. À la fin de la première semaine, l'enquête commençait à refroidir. Les pistes se faisaient rares. Matthew réussit son test polygraphique, peu concluant, mais réussi. Ses bottes étaient en 45, pas en 44, et la semelle ne correspondait pas.
La goutte de salive était trop petite pour un test ADN en 2007. Les cheveux n'avaient pas de racines, donc pas d'ADN nucléaire. Puis, le 3 avril, un concierge nommé Curtis Dale Thibodeau ne se présenta pas à son service de nuit à Pineview Elementary. Curtis, 41 ans, taciturne, vivait seul dans une caravane près de la Highway 90, collectionnait les horloges anciennes et travaillait pour l'école depuis 17 ans. Personne ne s'inquiéta vraiment jusqu'à ce que son propriétaire le trouve pendu dans la caravane 2 jours plus tard, avec une note disant « Je ne peux pas arrêter les cloches ». Dans la caravane, les détectives découvrirent ce que l'enquêteur principal appela « un sanctuaire qui m'a fait dresser les poils de la nuque pendant 3 ans ». Un mur entier était recouvert, du sol au plafond, de photos de Rebecca Landry, au champ de citrouille avec ses filles, sortant de l'épicerie, lisant à voix haute à ses élèves à travers la fenêtre de sa classe. Plus de 400 photos, certaines prises au téléobjectif depuis la lisière boisée derrière l'école. Dans une boîte métallique verrouillée sous son lit, ils trouvèrent 27 montres de femmes, toutes arrêtées à des heures différentes, et une Kit Kat clock sans queue ni yeux. Son cadran avait été repeint avec de minuscules chiffres rouges. 11h11. Curtis avait laissé une lettre confession plus longue adressée à Mabeka. Il y décrivait un délire de 2 ans selon lequel Rebecca lui envoyait des messages secrets à travers la façon dont elle sonnait la cloche de récréation chaque jour. Un long coup signifiait « Je te vois ». De bref, « Je t'aime ». Il écrivit que, le soir du 11 mars, elle avait sonné la cloche 11 fois à 23h. 11. Impossible. L'école était fermée et vide. Et que c'était le signe qui l'attendait. Il marcha les 5 km jusqu'à sa maison, transportant un couteau pliant qu'il utilisait pour nettoyer les poissons, entra avec une clé qu'il avait copiée à partir du passe-mètre de l'école, et attendit, dans le salon plongé dans le noir, jusqu'à ce qu'elle sorte de sa chambre, en chemise de nuit, pour prendre un verre d'eau. Quand elle le vit, elle sourit, selon ses mots, du même sourire qu'elle lui donnait chaque jour à la récréation, et il sut que c'était le moment. Il l'attaqua dans la cuisine. Elle se défendit, brisant la tasse contre le côté de sa tête, ce qui expliquait la salive. Pendant la lutte, il l'attrapa par les cheveux. 3 de ses propres cheveux bouclés s'arrachèrent et restèrent dans son poing. Quand tout fut terminé, il plaça les aiguilles de l'horloge sur 11h11 pour que leur moment spécial dure pour toujours. Puis, il rentra chez lui par les chemins de traverse, pour ne croiser personne. Les chaussures dans son placard étaient des New Balance 608, pointure 44, avec le sang séché de Becca incrusté dans les semelles. Les psychologues médico-légaux qui étudièrent le dossier décrivirent Curtis Thibodeau comme un collecteur d'injustice typique, devenu un prédateur érotico-stalker avec des composantes délirantes religieuses. Il n'avait jamais été violent auparavant, jamais diagnostiqué, jamais repéré. Il était l'homme invisible qui balayait les couloirs tous les après-midi, connaissait les horaires de chaque enseignant et pouvait fabriquer une clé pour n'importe quelle porte de l'école. Dans son esprit, la cloche de récréation était un langage privé que seuls eux deux comprenaient. Quand il entendit enfin le message qu'il croyait attendre, il vécut ce que les cliniciens appellent une hallucination de commandement intime. La conviction écrasante que la victime l'avait invité à agir. Curtis Thibodeau fut enterré dans une tombe anonyme au cimetière de la prison du comté. Le médecin légiste conclut à un suicide par pendaison. Certains adjoints ayant transporté le corps jurèrent qu'en fermant les portes du fourgon, ils entendirent un unique son métallique de cloche venant du sac mortuaire. Ils ne trouvèrent rien. L'école Pineview remplaça l'année suivante l'ancienne cloche de récréation par une tonalité électronique. Les enseignants disent que, certains après-midi calmes, lorsque le nouveau système bégaye, on peut entendre le fantôme de l'ancienne cloche retentir une seule fois, longue et claire, exactement à 11h11. La classe de Rebecca Landry fut transformée en bibliothèque de l'école. Sa robe à tournesol est encadrée dans un caisson au-dessus du bureau de prêt. La plaque en dessous dit
Elle nous a appris que chaque enfant compte. Elle nous l'enseigne encore. Et quelque part à Covington ce soir, si vous passez devant le petit cottage acadien de America Street après l'allumage des lampadaires, les habitants disent qu'on peut voir la lumière de la cuisine s'allumer d'elle-même à 23h10. Elle reste allumée exactement 1 minute, puis elle s'éteint, comme si quelqu'un attendait encore une cloche, qui ne sonnera jamais 2 fois. Dormez bien.